Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Et oui, vous allez regarder ? Je vais regarder quoi ? Vous n'écoutez pas le journal, vous parlez aux députés. Interville, effectivement, notre invité aujourd'hui, Jérémy Patrier-Létus. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes donc député Horizon du Calvados et c'est vous qui êtes le rapporteur de la loi audiovisuelle. On va parler avec vous de cette loi qui a été donc rejetée à l'Assemblée il y a quelques jours, avant-hier, et qui va malgré tout partir au Sénat. Donc on va essayer de faire de la pédagogie pour comprendre ce que cette loi, quelle est cette réforme de l'audiovisuel qui est voulue par la ministre de la Culture. Vous vous attendiez à ce qu'elle soit rejetée ? Alors, elle n'est pas rejetée, la loi. Il faut expliquer aux auditeurs qu'il y a une motion de rejet, c'est-à-dire ce qui a été rejeté, c'est le fait qu'on puisse débattre de cette loi à l'Assemblée nationale. Mais il n'y a pas eu de vote. Vous avez évité les motions de censure pour aller directement au Sénat. Il n'y a pas eu de vote contre cette loi, elle a même été adoptée en commission. Donc il faut dire aux téléspectateurs, on a refusé le débat, enfin certains députés ont refusé le débat, elle est repartie au Sénat et elle reviendra à l'Assemblée, j'espère, en septembre ou en octobre. Pour ça veut dire que la fusion va se faire ? Ça veut dire qu'on pourra voter à l'Assemblée nationale en septembre ou en octobre. Et si les députés votent comme en commission culturelle, alors j'espère que ce texte sera adopté. Alors expliquez-nous peut-être les objectifs de ce texte. Qu'est-ce que c'est que cette loi audiovisuelle ? Qu'est-ce qu'elle a d'important et quels sont ses objectifs ? L'objectif, c'est de dire qu'il faut dans notre pays, à côté d'un audiovisuel privé fort, des radios privées, des télés privées, un audiovisuel public fort, puissant, qui est capable de résister aux plateformes du numérique, capable de résister aux réseaux sociaux, qui est capable de répondre à un chiffre qui devrait tous nous alerter. 70% des jeunes s'informent aujourd'hui exclusivement sur les réseaux sociaux. Et nous disons que face à cette concurrence des plateformes étrangères, des réseaux sociaux, dans cette guerre de l'information, des ingérences étrangères, il faut que l'audiovisuel public rassemble ses forces, travaille ensemble, coopère pour pouvoir répondre à des défis qui sont majeurs. Et on considère que le statu quo, aujourd'hui, n'est pas acceptable. Mais vous ne pensez pas que c'est le contenu plutôt que la forme ? Le fait que les gens se réunissent dans une même unité, ça ne change pas qu'il n'y ait pas d'émission sur le rap, qu'il n'y ait pas d'émission sur le look, qu'il n'y ait pas d'émission sur les problèmes des jeunes. Mon père est alcoolo, je fume du cannabis. Il n'y a rien pour les jeunes. Donc évidemment, ils vont voir les influenceurs et les influenceurs leur donnent des conseils. Ils ont l'impression d'être amis. À la télé-réalité, c'est pas parce que France Télévisions sera en fusion que d'un seul coup, on va parler des vrais problèmes des jeunes. Et par exemple, il n'y a pas d'émission de rap, alors que vous allez sur le streaming. On a reçu avec Valérie les patrons du streaming. C'est la première musique écoutée en France. Aucun relais sur nos chaînes audiovisuelles. Mais l'idée que l'audiovisuel public rassemble ses formes, ça rassemble ses forces, ça nous épargne pas, ça nous économise pas d'un débat important sur les contenus. Et bien sûr, et le président demain ou le président de cet audiovisuel public, de cette holding, il posera la question, il aura dans ses objectifs que le Parlement lui confiera, que le ministre ou la ministre de la Culture lui confiera, toutes ces réflexions sur les nouveaux usages, sur les nouveaux contenus. Et donc c'est un débat qui devra avoir lieu. Mais nous, on considère que ce débat, il doit avoir lieu dans une structure qui rassemble les forces de l'audiovisuel public. On va en parler, on va expliquer ce que c'est que rassembler ses forces, mais tout de suite, c'est là. On se retrouve dans un instant avec Jérémy Patrier-Létus pour parler de la loi audiovisuelle. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Et pour des soldes encore plus énormes ? Oui, c'est la deuxième démarque des soldes chez Conforama. Jusqu'à moins 80% sur le meuble, la déco et l'électroménager. Et ça, c'est carrément énorme. Conforama. Offre valable selon date des soldes et dans la limite des stocks. Voir conditions sur conforama.fr. Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, Jérémy Patrier-Létus, vous êtes député Horizon du Calvados, vous êtes également le rapporteur de la loi audiovisuelle, donc vous nous l'avez expliqué, cette loi audiovisuelle vise à rassembler les forces, donc je vous interrogeais pendant la pub, rassembler les forces, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire, est-ce qu'on peut accepter dans le pays que la télévision France Info travaille pas avec la radio France Info ? Est-ce qu'on peut pas demander à Oui, parce que deux rédactions peuvent être indépendantes. Non, mais est-ce qu'il faut pas, à un moment donné, rassembler les forces de France Info et de créer un grand acteur, un média de l'information public, à côté des médias d'information privés ? Est-ce qu'il serait pas important de demander à France Bleu de travailler avec France 3 pour créer un grand média de la proximité, qui aurait pour mission de parler aux habitants des territoires ruraux ? Ma France fonctionne très bien. Sur France Bleu, on a des émissions de France 3 qui fonctionnent bien. Il est peut-être temps que ces deux acteurs publics travaillent véritablement ensemble, pas avec des coopérations par le bas qui ne fonctionnent pas. Et pourquoi elles ne fonctionnent pas, ces coopérations ? Pas parce que les salariés s'y refusent, mais parce qu'à un moment donné, il faut un arbitre
quelqu'un qui soit un chef d'orchestre et qui prenne des décisions et qui décide. Et ça se fera pas tant qu'il n'y aura pas en France un véritable arbitre, un véritable chef d'orchestre qui sera là pour prendre des décisions stratégiques, pour dire à un moment donné, France Info TV, France Info Radio, faut travailler ensemble. France Bleu et France 3, faut travailler ensemble. Alors quand il y a 2 rédacteurs chefs, on en vire un ? C'est pas une question de rédacteur en chef ou de journaliste. Non, c'est une question. Évidemment, quand on regroupe un groupe comme ça fait beaucoup de licenciements. Pas forcément. Pas forcément si vous êtes capable de faire mieux. Si vous êtes capable de faire mieux. Services de gestion. Pas forcément. Vous savez, pour lutter contre la désinformation, les réseaux sociaux, l'ingérence étrangère, il y a besoin de monde, mais peut-être pas exactement les mêmes personnes, peut-être pas exactement au même endroit. Donc mais ça serait une redistribution au sein du groupe. C'est la mission du président ou de la présidente. Je suis pas là pour tracer la feuille de route du président ou de la présidente de cette holding. Ce que je dis, c'est que sans holding, et avec le statu quo, l'audiovisuel public n'arrivera pas à répondre aux défis. C'est pas une punition de l'audiovisuel public. L'audiovisuel public, il fait des très bonnes audiences, vous le savez. La radio fonctionne très bien. France Inter est l'un des leaders radio. Les audiences de France Télévisions sont importantes. Donc il n'est pas. Je suis pas là pour dire ça fonctionne pas, faut tout changer. Je suis là pour dire qu'il y a des choses que l'audiovisuel public pourrait faire mieux, plus efficacement, pour répondre aux défis importants auxquels il fait face. Et ça, c'est en se mettant ensemble, en travaillant ensemble. Alors il y a une grève en ce moment dans le service public, Radio France en particulier. Donc il y a une très forte opposition des syndicats. Comment est-ce que vous comptez vous débrouiller de cela ? Parce qu'il y a une très très forte résistance, en tout cas des personnels du service public à cette réforme. Moi, j'ai siégé au conseil d'administration de Radio France. Je connais ces salariés, pas tous, il y en a 16 000, ils font un travail remarquable, mais c'est normal qu'ils soient inquiets et qu'ils se mobilisent. N'importe quel salarié à qui vous allez dire demain, on va devoir se rapprocher d'une autre entreprise, même si c'est une entreprise publique, ça pose des questions. On se pose des questions. Est-ce que j'aurai encore mon poste ? Est-ce qu'on pourra travailler de la même manière ? Est-ce qu'il y aura des changements ? C'est normal que ça suscite des inquiétudes. Ça serait pareil dans le privé. N'importe quelle entreprise qui se rapproche, on l'a vu dans des rapprochements dans des médias d'audiovisuel privé, ça crée toujours des préoccupations, des inquiétudes. Ce qu'il faut, c'est expliquer pourquoi on fait cette réforme, expliquer que c'est pas une punition des salariés, expliquer qu'au contraire, nous, notre vision, c'est de dire que c'est la condition pour continuer dans le pays d'avoir un audiovisuel public qui soit puissant et pas qui s'affaisse. Et que le statu quo demain pour les salariés, c'est la garantie d'un affaissement de l'audiovisuel public. Certains disent que c'est une perte d'autonomie ou une volonté même de contrôle politique. Comme ce fut le cas pour le RTF. C'est totalement faux. Regardez, on avait dit la même chose quand on a créé France Télévisions. Tout le monde a oublié qu'avant, France 2, France 3, c'était des entreprises séparées. Quand on a créé en 2009 France Télévisions, qu'on a rassemblé les télévisions publiques, on a dit la même chose. Il va y avoir un directeur de l'information unique, ça sera un censeur. Il y a aujourd'hui un directeur unique de l'information pour France Télévisions. Est-ce que ça a empêché de faire un reportage sur complément d'enquête sur la ministre de la Culture ? Non. Donc expliquer qu'un seul directeur de l'information pour le public, c'est une censure et une tutelle politique, c'est se raconter des histoires. Ouais. Est-ce que, alors j'ai vu votre débat, vous aviez 2 syndicalistes présents sur le plateau de LCP, donc je vous ai vu face à eux, et il y a un argument qui était assez fort de leur part, de dire on ne sait pas quel gouvernement va diriger la France dans 2 ans. Est-ce que le fait de regrouper, c'était leur argument, de regrouper l'audiovisuel public, permettrait à un gouvernement de Marine Le Pen, si jamais elle passe, et on a vu que c'était un peu leur volonté de supprimer le service public, au lieu d'avoir France Inter à privatiser, etc., le fait que tout soit groupé, vous leur donnez la main pour privatiser tout d'un seul coup. Moi, vous vous souvenez de ce débat ? Moi, je crois que c'est tout le contraire. Je pense que si on a un acteur unique, c'est beaucoup plus compliqué de le privatiser. C'est beaucoup plus compliqué juridiquement. On va pas rentrer dans le détail, mais les juristes vous expliquent que privatiser une structure unique, c'est plus compliqué parce qu'ensuite, il y a des filiales. Et donc, au contraire, on préserve l'audiovisuel public d'une privatisation. Et puis, si l'audiovisuel public fait mieux, rassemble ses forces, travaille ensemble, peut-être que certains réfléchiront à 2 fois à une privatisation. Si demain, on a un média public de proximité, ici, qui fonctionne et qui offre aux habitants des territoires ruraux des contenus, des programmes remarquables, comme ils le font aujourd'hui, mais ensemble. Peut-être que certains politiques réfléchiront à 2 fois avant de le privatiser. Si demain, on a une grande chaîne publique de l'information, on ne peut pas satisfaire tout à fait des audiences de France Info Télévisions, qui est loin derrière les acteurs privés. Si demain, cette chaîne d'information publique remonte dans les audiences et offre aux téléspectateurs des contenus pourquoi elle remonterait ? Pourquoi il y a besoin d'une loi ? C'est ce que les auditeurs aussi cherchent à comprendre. Pourquoi on a besoin d'une loi ? Je veux dire, si France Télévisions télé est loin derrière, c'est peut-être parce qu'elle est moins bonne, c'est peut-être parce qu'elle ne... Donc en quoi une loi va renforcer... Les scores sont plutôt pas mal de France Télé. 0,9 face à des 4 points de CNews ou 3. Ah, France Info, vous parlez de la chaîne Info. De France Info. Vous avez dit France Télé, parce que France Télévisions avec la fiction et tout ça marche très bien.
France Info, pardon. Ça fait peur. Oui. Qu'est-ce qui fonctionne dans les médias privés, dans ce que fait par exemple Bolloré, que certains députés critiquent, c'est que la radio et la télévision travaillent ensemble. On lance une info le matin sur Europe 1, elle est reprise sur CNews. Parfois c'est en simultané. Et parfois c'est en simultané. Je dis pas qu'il faut copier l'audiovisuel privé. L'audiovisuel public a une singularité, ses manières de faire. Mais je suis convaincu, qui peut dire ici que si demain France Info, radio et TV travaillent ensemble, ça renforcera pas les deux. Oui, d'accord. Et donc effectivement, on sera capable peut-être demain de créer une télévision publique d'information, France Info TV, qui soit beaucoup plus puissante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Tout ça parce qu'on aura un patron de l'audiovisuel public qui aura des missions, qui aura des objectifs et qui mettra en place des synergies, des coopérations, peut-être des figures communes entre la télévision et la radio. C'est ça aussi qui fonctionne, des têtes d'affiche qui seront à la fois sur la télévision et la radio. Tout ça, c'est une stratégie qu'il faudra penser. Mais moi, c'est une conviction que j'ai, je suis pas le seul à la partager, qu'il est temps quand même d'avoir en France un acteur public puissant. Oui, mais en ce qui concerne la résistance, est-ce qu'on peut comparer l'audiovisuel public à un mammouth, c'est-à-dire avec une difficulté, je le fais la comparaison avec l'éducation nationale, c'est-à-dire avec des habitudes, avec des manières de fonctionner qui sont enquistées, qui sont là depuis des années et qui sera très 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 difficile de remettre en cause. Je dirais pas ça comme ça, vous voyez, moi j'ai beaucoup participé au conseil d'administration de Radio France et j'ai vu une radio publique se transformer. Aujourd'hui, Radio France est leader dans les podcasts, elle a pris vraiment le virage du numérique. Aujourd'hui, France Inter a su renouveler ses programmes pour devenir la première radio de France. Donc je pense qu'il y a... Mais est-ce que c'est pas parce qu'ils n'ont pas de publicité que ça renforce le service public, ou est-ce que c'est par rapport à son contenu ? Alors, il y a les deux. Bien sûr que certains auditeurs vont vers l'audiovisuel public parce qu'ils savent que c'est un sanctuaire, qu'il n'y a pas de publicité, qu'on a des contenus dans la durée. Mais je pense qu'aussi, c'est une capacité d'avoir pris le virage du numérique. Regardez ce que fait Radio France pour les enfants, avec des programmes dédiés, des podcasts. Donc, il y a une capacité d'innovation formidable dans l'audiovisuel public, vraiment, qu'il faut saluer et encourager. Et je pense que cette holding, elle sera une chance. L'intelligence artificielle. Est-ce que, franchement, il ne faut pas une stratégie commune entre Radio France et France Télévisions ? C'est tout ça que la holding va permettre. Parce que chacun ne peut pas avoir une politique sur l'IA ? Mais chacun peut en avoir une. Mais est-ce qu'on peut pas Donc c'est pas le fait qu'ils soient ensemble. Est-ce qu'on peut pas en avoir une commune ? L'éducation aux médias, qui est un vrai sujet. Comment nos jeunes aujourd'hui qui sont soumis à un flux d'informations et à des fausses informations. Bien sûr que Radio France peut y aller tout seul dans l'éducation aux médias. Bien sûr que France Télévisions peut y aller tout seul. Mais est-ce que demain, on ne peut pas avoir un grand programme de l'audiovisuel public qui va dans les écoles, qui va dans les collèges ? Je suis pas sûr que Kevin va mettre France Inter. Vous dites ça au même moment où le Move est supprimé. Mais ça n'a rien à voir. Là, je vous parle d'éducation médias. Ah oui, mais vous parlez des jeunes. On leur enlève leur radio. Enfin, on la met sur le numérique. On la met sur le numérique. Et puis les autres chaînes et antennes de Radio France et de France Télévisions ont aussi des contenus sur les jeunes. Il y avait encore un reportage assez remarquable il y a 2 jours sur France 2 pour donner la parole aux jeunes, grandir en France. Oui, c'était le prime time, assez étonnant. Assez étonnant. La proposition de loi, donc on l'a dit tout à l'heure, a été rejetée en séance publique. Comment vous l'expliquez ? Alors, il y a eu une alliance, pas rejeté. C'est simple, les députés ont voté pour savoir est-ce qu'on avait le droit de débattre ou non dans l'hémicycle de cette loi, ou est-ce qu'il fallait renvoyer au Sénat. Les députés ont considéré qu'il fallait renvoyer le texte au Sénat. Sans doute par stratégie politique, pour renvoyer le texte au calendrier grec. Mais je regrette, parce que c'est un débat important. En commission, les députés l'avaient voté, ce texte. Il y a une majorité à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour créer cette holding. Et donc, j'espère que le texte reviendra vite à l'Assemblée nationale. Il est aujourd'hui au Sénat. Il devrait revenir à l'automne à l'Assemblée nationale. Vous regrettez vraiment qu'il n'y ait pas eu de discussion sur ce projet de loi avant qu'elle parte au Sénat ? Mais bien sûr, parce que moi, je suis attaché à l'audiovisuel public. Les députés de gauche qui ont fait de l'obstruction parlementaire, ils sont attachés. On n'a simplement pas les mêmes manières de répondre à cet attachement et à cette conviction. Eux pensent qu'on peut continuer avec le statu quo. Nous, on pense que le statu quo, c'est une menace pour l'audiovisuel public. Et on aurait dû débattre, argument contre argument, projet contre projet, vision contre vision, au lieu de faire de l'obstruction parlementaire avec des socialistes qui déposent plus de 1000 amendements. C'est pas sérieux. On va marquer une pause et on se retrouve avec vous dans un instant. Jérémy Patrier-Létus, donc député Horizon et rapporteur de la loi audiovisuelle publique. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média pour parler de la loi audiovisuelle. Jérémy Patrier-Létus, vous êtes député Horizon du Calvados, rapporteur de cette loi audiovisuelle. On a compris avec vous que l'idée était de rassembler les forces, de mutualiser les moyens pour être fort face à une concurrence qui est de plus en plus importante. C'est qui les concurrents aujourd'hui de France Télévisions ?
c'est déjà le changement des usages. Ouais. Moi, j'entends les oppositions de la gauche, mais les jeunes délaissent la radio et la télévision pour s'informer sur les réseaux sociaux et nous devrions ne rien faire, rester les bras croisés. Les géants du numérique assoient leur domination et on devrait nous résigner. On a aujourd'hui Google qui veut devenir un acteur majeur de la télé. YouTube, aujourd'hui, c'est 15% de la consommation de télé aux États-Unis et on devrait se contenter du statu quo et accepter ces menaces. On est dans un moment où la guerre de l'information, c'est pas un petit mot, fait rage, où il y a de la désinformation, où il y a la concurrence des plateformes étrangères, des réseaux sociaux, et il faut qu'on se batte contre ça. Et c'est l'enjeu aussi et l'objectif de cette réforme. Moi, je ne me résigne pas à ce que des jeunes s'informent exclusivement sur les réseaux sociaux et arrêtent de regarder la télévision et la radio. Vous me le disiez hors antenne, on a aujourd'hui des gens, même des gens attachés aux médias, qui aujourd'hui ne regardent plus la télévision et la radio. Et donc, ce changement d'usage, ces mutations technologiques, cette concurrence des plateformes étrangères et des réseaux sociaux, il faut y répondre. Chaque entité de l'audiovisuel public le fait avec ses moyens, fait comme il peut, mais il n'y arrivera pas tout seul si on ne se met pas ensemble pour avoir un acteur puissant. Ils ont essayé de faire une plateforme. Il y a eu une plateforme, alors je ne me souviens plus de son nom. Salto, mais ça c'était... Salto, mais oui, mais là il y avait TF1, la chaîne la plus puissante d'Europe. Il y avait M6, il y avait le groupe France Télévisions. Ça n'a pas plu, ça n'a pas adhéré. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont fait que de la rediffusion, ils n'ont pas financé de grandes séries, de grandes de téléfilms. Là, on en est quand même à quelque chose d'assez incroyable, c'est que TF1 coproduit la plupart, il y a eu sa conférence de presse avec Netflix. Il y a un feuilleton qui a été lancé, Tout pour la lumière, qui est diffusé en priorité sur Netflix. La chaîne va être diffusée sur Netflix. Et ensuite, il y a deux gros feuilletons, deux grosses séries de prime time qui vont arriver, qui ont été coproduites par Netflix. Donc là aussi, il y a un retard de la part de France Télévisions qui ne fait aucun partenariat avec, alors peut-être ils ne le veulent pas, avec ces gros réseaux. C'est toutes ces questions que le président de la holding devra trancher. Il aura des missions de service public et puis des missions stratégiques. Ça parler sera avenir, parler stratégie. J'en sais rien. Il sera nommé par l'Arcom. Voilà, par l'Arcom. Et ça veut dire que dès la fusion est faite, elle perd son mandat, Delphine Ernotte ? C'est au 1er janvier 2026, dans notre proposition de loi de Laurent Lafont. Je rappelle que c'est une proposition de loi qui vient du président de la commission des affaires culturelles du Sénat. Et donc, dans la loi dont je suis le rapporteur, c'est le 1er janvier 2026. Et quand Édouard Philippe sera président, vous serez ministre de la Culture ? Il faut lui demander. Mais vous, est-ce que vous en avez l'envie ? Moi, je travaille. Vous savez, je suis un député très serein. Non, ça veut pas dire oui, ça veut dire que je travaille. Bien sûr qu'on a toujours envie de servir son pays. Il faut déjà, vous savez, quand on voit l'état du pays... Déjà, travaillons aujourd'hui. Moi, je pense qu'on a 2 ans devant nous qui doivent être 2 ans utiles pour le pays. On voit bien que la situation du pays est compliquée. Regardez, même sur une loi sur l'audiovisuel public, on en est à faire de l'obstruction parlementaire. L'Assemblée nationale n'est pas capable de prendre ses responsabilités. On renvoie au Sénat. Est-ce que tout ça, c'est acceptable et c'est sérieux ? On a travaillé pendant des mois sur cette loi et les députés considèrent que l'Assemblée ne doit pas en discuter, que ça doit partir au Sénat. C'est pas acceptable, ça. Et il y avait très peu de députés, d'ailleurs, ce jour-là. C'était assez fou. Moi, j'ai regardé. C'est complètement et il y avait peu de députés. Alors, les députés, ils sont pas en vacances. Ils sont dans leur circonscription, ils labourent le terrain, ils vont à la rencontre des Français. Aujourd'hui, les Français nous demandent beaucoup de choses aussi. Ils nous demandent à la fois d'être à l'Assemblée pour voter des lois et en même temps, à leur côté, parce qu'ils vivent des situations difficiles et qu'on a besoin du député aussi parfois pour résoudre les problèmes du quotidien. Donc c'est parfois un peu... Ce soir, c'est le grand retour d'Interville, vous allez regarder ? Je regarde Interville, moi. C'est vrai ? Ouais, depuis tout petit. C'est vrai, donc c'est un programme de service public pour vous, pas de souci. Il y a un sujet qui vous tient à cœur, qui fait partie de vos combats, c'est celui des enfants et des écrans et des smartphones en particulier. Je vous avais vu que la Chine aujourd'hui a décidé de limiter les écrans aux mineurs. La Chine, le pays de TikTok. Oui, absolument. C'est quoi les winners ? Les mineurs. Les mineurs. Les mineurs. Limitation d'accès, interdiction des jeux vidéo, couvre-feu digital. C'est le Figaro qui a mené l'enquête. La patrie de TikTok a mis à la diète numérique les enfants chinois. Alors, est-ce que ça peut être effectivement un modèle pour la France ? Est-ce qu'on peut y arriver ? Je ne sais pas si c'est un modèle, mais je pense qu'il faut effectivement un sursaut. Vous regardez tous les chiffres. Tous les experts alertent sur la santé mentale des jeunes. Nos jeunes aujourd'hui ne vont pas bien. Moi, je vais beaucoup dans les classes, je vais échanger avec les CM2, les jeunes, et ils sont très conscients. Ils sont à la fois très consommateurs des réseaux sociaux et des écrans, mais très conscients de ce que ça peut entraîner. Harcèlement, insomnie.
problèmes psychiques, sur la santé mentale, montée des violences. On le sait maintenant, tout ça c'est documenté. Mais ça vient du contenu, ça vient pas du portable. Quand vous êtes insulté sur Twitter, oui, mais quand vous êtes insulté sur Twitter, quand vous parlez... Non, mais l'addiction aux écrans, il y a deux choses. C'est un enfant de... deux choses différentes. Il y a deux choses différentes. Parce que vous avez parlé il y a deux choses différentes. Du harcèlement, etc. Ça, c'est le fait que personne ne contrôle Twitter et que tout le monde se lâche sans aucune sous l'anonymat. Vous avez raison, il y a deux choses différentes. Il y a les contenus, et c'est pour ça qu'on avait porté avec Horizon, d'ailleurs, Laurent Marcangeli, une loi pour interdire les réseaux sociaux. D'ailleurs, je le dis ici, ça fait 2 ans qu'elle est votée, adoptée à l'unanimité, promulguée par le président de la République, elle dort dans un tiroir. C'est quoi qui interdit les réseaux sociaux ? Comment ? C'est quoi cette loi qui interdit les réseaux sociaux ? C'est la loi qu'on a votée il y a 2 ans à l'Assemblée nationale, portée par le groupe Horizon. Elle dit quoi cette loi ? Elle dit à moins de 15 ans, on ne peut pas avoir un réseau social sauf si les parents sont d'accord. C'est une loi importante qu'on a votée. Votée au Sénat à l'unanimité. Et aujourd'hui, elle n'est pas adoptée. Alors, elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée. Alors, vous aviez la ministre du numérique. C'est parce que c'est un combat européen, très bien, mais il faut que la France mène ce combat. On ne peut pas voter des lois importantes et ensuite qu'elles ne soient pas appliquées. Donc, ce combat européen, le président de la République l'a pris en main et je m'en réjouis. Il essaye de convaincre ses partenaires pour la mettre en place. Majorité numérique à 15 ans. C'est-à-dire pas de réseaux sociaux avant 15 ans, sauf accord des parents. Donc ça, c'est une chose. On lutte contre les contenus et les réseaux. Mais à côté de ça, il y a une véritable addiction aux écrans. Les jeunes me le disent. On s'isole, on ne sort plus. Vous imaginez que des frères et sœurs ne se parlent plus. Moi, c'est ça que me disent des jeunes. Ils disent, moi, mon grand frère, les réseaux sociaux, oui, je veux interdire les écrans et les smartphones parce que mon frère, ma sœur, elle est enfermée toute sa journée dans sa chambre, elle ne nous parle plus. Et vous ne croyez pas que ça va créer un besoin, comme un peu l'alcool aux États-Unis, qu'on va se passer des portables, qu'on va se passer des portables sous le manteau à l'école. T'en as un ? Oui, j'en ai un. Oui, j'ai pris celui de mon père. Mais c'est la responsabilité des parents aussi. Si un parent veut donner une cigarette ou un verre d'alcool à son gamin, il peut le faire. Non, mais il peut le faire. Vous comprenez mais je comprends. Mais si un parent veut donner un smartphone à son enfant, il le fera. Je vous le dis parce qu'on nous a opposé ça. On nous a dit... Comme des députés complètement débiles, les parents pourront acheter un téléphone pour leurs enfants. Très bien. Sauf que nous, on aura posé le principe. On aura dit clairement que de la même manière qu'il n'y a pas de cigarette, pas d'alcool avant 18 ans, nous, on considère qu'il ne doit pas y avoir de smartphone avant 15 ans. Maintenant, si les parents veulent donner un smartphone à leurs enfants, on ne l'empêchera pas, mais ce sera leur responsabilité. C'est smartphone ou réseaux sociaux ? C'est smartphone. Ça veut dire que moi, si je veux pouvoir joindre mon enfant ou qu'il puisse appeler sa grand-mère ou avoir des alertes, la maîtresse n'est pas là, etc., on ne pourra pas. Si, alors nous, on dit il faut créer des téléphones adaptés aux enfants. Il y a une femme qui a fait ça. Il y a une femme qui est passée sur M6, je ne sais pas si vous l'avez vu. Nous, on dit, c'est ce qu'a proposé Bouygues. Je vous ai envoyé le téléphone. On dit quelque chose de très simple, c'est qu'il faut créer des téléphones avec des fonctionnalités, des services limités. Ça existe, hein. Il y a des constructeurs aujourd'hui qui proposent des téléphones, ça ressemble à un smartphone, mais c'en est pas un. Vous pouvez téléphoner, vous pouvez faire des SMS, vous pouvez avoir un minimum d'échanges, mais vous pouvez faire des photos, mais vous n'avez pas de réseaux sociaux. Vous savez, dans tous les secteurs de l'économie, il y a des produits adaptés pour les enfants. Et il y aurait juste les téléphones pour lesquels on pourrait donner le même produit à un adulte et à un enfant. Mais cette loi, elle est difficilement applicable. C'est comme la loi pour l'alcool, vous avez raison, puisqu'on vient de voir que 75% des grandes surfaces ne respectent pas cette interdiction. Donc il y a la loi. C'est la même chose, en fait. On peut faire le parallèle. Il y a une loi qui dit, voilà, nous, on a pris nos responsabilités. L'État estime que les écrans avant 15 ans, c'est dangereux. Après, charge aux parents de la faire respecter. Mais vous avez parfaitement raison. Parfois, la loi, elle sert aussi à poser des principes, à poser des règles, à aider les parents. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les parents ? On a une pression sociale. Nos gamins nous disent, nous demandent des smartphones parce que les copains en ont. Là, le parent, il pourra répondre à son enfant, écoute, la loi interdit les smartphones. Si tes camarades ont un smartphone, c'est la responsabilité de ses parents. Moi, je respecte la loi. Donc, c'est aussi aider les parents qui aujourd'hui ont du mal, et même les parents les plus volontaires, à asseoir leur autorité dans une société qui évolue quand même et où la place de l'enfant est de plus en plus importante, on l'a vu dans le documentaire. Et donc c'est aussi une loi pour accompagner les parents, les aider à faire respecter leur autorité. Aujourd'hui, les parents, ils nous demandent cela. Ils nous disent aidez-nous. On n'arrive plus à résister à la pression sociale. Les écrans ont envahi les vies de nos enfants et on n'arrive plus à résister. Et je vous parle même de parents les plus volontaires et les plus engagés dans l'éducation de leurs enfants. Mais on voit, pour ceux qui ont des enfants petits, le réflexe, parce qu'on a tous des smartphones, donc dès la naissance, ils nous voient avec des téléphones, le geste de, comment on dit, swiper, ils l'ont tout de suite. Quand ils prennent le téléphone, ils vous le font, et il y a on voit la fascination des aujourd'hui, écrans. un jeune de 3 ans, il sait swiper sur un smartphone avant de parler et de compter. Hein. Absolument. La prochaine étape pour la loi audiovisuelle, donc c'est le Sénat. C'est au Sénat, aujourd'hui. C'est en ce moment même examiné en commission. Là, c'était à 9h30. La semaine prochaine, en séance, dans l'hémicycle du Sénat. Et puis ensuite, il faudra que la ministre de la Culture
sûr, trouve un créneau à l'Assemblée en septembre ou en octobre. Vous avez un nom pour la holding ? Comment ? Vous avez un nom pour la holding ? France Média. D'accord. France Média, qui va regrouper France Télévisions, Radio France et l'INA. Et l'INA. Il y a la question aussi de France Média Monde. Avec TV5 et RFI. Voilà. Donc là, ça va être. Ouais, moi, ça, c'est une des questions. Je le dis ici pour Vous voudrez inclure France Média Monde. Moi, je siège au conseil d'administration de France Média Monde. Je le dis pour être transparent. Moi, j'ai considéré que c'était un risque d'exclure France Média Monde et que ça risquerait de l'affaiblir en le laissant à côté d'une holding, et vous l'avez compris, que je considère puissante et importante. Et je considère que c'était vraiment un danger pour France Média Monde que de ne pas participer à cette grande holding de l'audiovisuel public. Et puis, ça aurait eu du sens. On a parlé d'un grand média d'information publique. On aurait pu avoir un grand média d'information publique pour les Français, pour l'Hexagone, et puis pour porter la voix de la France à l'international. J'aurais préféré qu'on rassemble effectivement France Média Monde dans cette holding, mais je respecte pour le coup ce que pensent de nombreux parlementaires, de députés, de sénateurs de tous les bords politiques, qui considèrent qu'il faut écarter France Média Monde. Et donc, Mais est-ce que le problème de tout ça, est-ce qu'on n'a pas un service audiovisuel public qui coûte trop cher ? Je pense pas que ce soit une question d'argent. Quand on voit les défis auxquels notre pays fait face, c'est important d'avoir un audiovisuel public fort. Regardez ce qui se passe dans d'autres pays. On a la chance d'avoir un audiovisuel public fort. On a tous ici une histoire, un souvenir avec l'audiovisuel public qui, dans notre pays, permet d'avoir des grands débats politiques. C'est encore l'audiovisuel public qui, au moment des élections, crée ces grands rendez-vous électoraux. C'est encore l'audiovisuel public. Non, tout le monde le fait. Pardon. Oui, mais TF1 le fait. BFM. Il y en a. Aujourd'hui, l'audiovisuel public permet encore. Vous savez, dans les législatives, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui organisent des débats dans les territoires ruraux, qui donnent la voix. C'est complémentaire. C'est complémentaire. Il y a aujourd'hui, il y a pas. Est-ce qu'il y a une spécificité de France Télévisions ? C'est la question. Je ne dis pas que c'est exclusif, mais ils sont capables d'organiser des émissions parfois que d'autres acteurs ne pourraient pas. Qui peut se permettre de mettre de la culture, du théâtre dans des heures de grande écoute ? Sur France 2, il y en a. Il y en a tous les 2 mois. C'est déjà ça. Des grands documentaires historiques, il n'y en a pas tout le temps. Non, mais on peut se poser la question. Solo sur France 5. On peut se poser la question, mais moi je considère que l'audiovisuel public est important dans le pays, qui doit offrir effectivement. Alors moi je vais vous parler de magazines d'art, je vais vous parler de magazines sur la photo, magazines cinéma. Aucun magazine cinéma. Je pourrais vous. Il y a Pierre Lescure. Je pourrais vous parler de la grande librairie. Je pourrais vous parler de beaucoup d'émissions, mais que musique classique, il n'y a plus. Mais que musique rap, il n'y a plus. Non, musique classique, il n'y a plus. Alors dites-moi. Si. Il y a l'émission d'Anne Sinclair qui revient. Il y a régulièrement. Oui, le fauteuil, c'est fini. Il y a régulièrement des. On va pas faire le débat ici. Qu'il faille poser. Arte fera partie de la holding aussi ? Non. Ah non. Arte fera pas partie de la holding. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'audiovisuel public, il a une singularité. Et si France Inter aujourd'hui est la radio leader des Français, que France Télévisions connaît des audiences, c'est qu'aujourd'hui il répond aussi aux intérêts des Français. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'ils travaillent ensemble. Et je suis d'accord avec vous, cette holding devra être l'occasion aussi de poser la question des programmes, des antennes, des contenus, de répondre aux nouveaux usages. Quand on a 70% des jeunes qui s'informent sur les réseaux sociaux, bien sûr qu'il faut répondre à ça. Mais regardez les podcasts. Aujourd'hui, Radio France est leader dans les podcasts. Il faut le dire quand même. Ils ont réussi à offrir des contenus remarquables. L'arrêt de question pour un champion, ça vous... Moi, j'y ai participé. Ouais, c'est vrai. Il y a longtemps. Ouais. Non, on va aller chercher les archives. Vous avez participé au jeu. Vous avez rapporté combien 3 dictionnaires? Je sais plus. Ouais. Non, mais pour le coup, c'est une émission patrimoniale. On a un petit peu de mal à comprendre que ça s'arrête. C'était une émission emblématique, mais c'était vrai des chiffres et des lettres. C'était vrai des chiffres et des lettres. Après, c'est toujours pareil. Une émission emblématique qui s'arrête, ça suscite toujours de l'émotion. Il faut voir derrière les propositions que formuleront les chaînes. 41 millions de déficit tout de même, hein. Sur les télévisions. C'est pour ça que je parlais d'argent. France Télévisions. Mais c'est un enjeu aujourd'hui. Ouais. Le financement faire donc il y a aussi un objectif d'économie. Aussi. Nous, on ne la défend pas pour ça. Honnêtement, on ne la défend pas pour ça parce que je pense qu'aujourd'hui, on a intérêt d'investir dans l'audiovisuel public. L'éducation aux médias, l'audiovisuel privé peut le faire, bien sûr. Mais s'il y a un acteur en France qui doit aller éduquer nos gamins dans les écoles pour leur expliquer comment on s'informe, comment on lutte contre la désinformation, c'est l'audiovisuel public. Et ça coûte de l'argent, mais il faut l'assumer. Donc, il ne s'agit pas forcément de faire avec moins d'argent, mais d'utiliser l'argent peut-être différemment. Et le député du Calvados que vous êtes, vous serez pour Beauvais ou plutôt Coulanges-les-Nevers ce soir, vous allez défendre qui? Allez, moi, je suis normand. J'ai de la famille dans l'Oise et dans le nord de la France. Alors vous allez défendre Beauvais. Merci Jérémy Patrier-Létus d'avoir été avec nous, donc rapporteur de la loi audiovisuelle. Tout de suite les débats sur Sud Radio. Dans un instant, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.